Bonsoir à tous et re-bienvenue dans Soir d'Info. Soir d'Info qui, je le rappelle, reçoit ce soir M. Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement et maire de la commune de Dakar Plateau. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. La commune que vous dirigez, qui est la commune de Dakar Plateau, a abrité hier une cérémonie d'hommage au chef de l'État dont la mythique avenue Faidherbe porte désormais le nom. Est-ce que vous pouvez revenir, ne serait-ce qu'à titre anecdotique, sur la genèse de cette initiative que vous avez portée puis défendue en conseil municipal? Oui, le président Macky Sall, que nous avons eu comme président pendant 12 ans, s'est adressé à son peuple le 3 juillet passé pour donc dire qu'il prenait de façon libre la décision en tout cas d'organiser au Sénégal pour la première fois des élections sans y être candidat. Donc de le faire de façon convenable pour que le peuple sénégalais puisse choisir celui qui aura en tout cas présidé à ses destinées pour les années à venir. Ce républicain que nous avons côtoyé, que nous avons appris à connaître peut-être mieux que d'autres qui n'ont pas eu à travailler avec lui, a eu à changer de façon significative en tout cas les destinées du Sénégal. Donc nous avons estimé qu'il était bon de l'honorer en faisant de lui en tout cas un des parrains d'une des avenues les plus importantes de la commune de Dakar Plateau. Donc le président du Sénégal, quatrième président du Sénégal, né après les indépendances, de notre point de vue, avec tout ce qu'il a eu à faire pour Dakar, parce qu'il a eu à faire pour le Sénégal, mais nous, Dakarois, ce qu'il a fait dans notre capitale, mais également là où il a porté notre pays en termes de diplomatie, là où il a porté notre sécurité, en tout cas pour stabiliser ce pays-là, ce qu'il a fait dans l'éducation, ce qu'il a fait dans la santé, ce qu'il a fait dans le cadre de vie, ce qu'il a fait dans les infrastructures, tout ceci réuni faisait qu'il méritait largement que les Dakarois puissent en tout cas lui donner le nom de cette avenue. Et cela, je pense que nous l'avons démontré hier, c'était une décision votée quasi unanimement par le conseil municipal de Dakar Plateau, mais hier nous avons montré qu'il y avait une adhésion populaire derrière cette décision-là, parce que nous n'avons pas encore rencontré de mécontents, de personnes qui ne portent pas cela. Ça ne peut pas manquer évidemment dans un pays, mais nous avons démontré hier qu'il y avait une adhésion populaire des Dakarois. Parce qu'hier, vous avez vu tout ce que Dakar comptait en termes de dignitaires, de religieux, de jeunes, de femmes, qui sont venus en tout cas fêter avec nous cet homme-là que nous espérons le Sénégal n'aura pas à regretter parce qu'il est encore jeune. Et en tout cas, nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de son expérience, de cette expertise qu'il a, mais également de son sens élevé de l'État. Alors, lors de cette cérémonie d'hommage hier, le chef de l'État a invité les maires du Sénégal à rebaptiser davantage nos rues et places publiques avec des noms qui reflètent selon lui notre patrimoine et notre imaginaire collectif. Mais pour de nombreux Sénégalais, pour de nombreux intellectuels, notre histoire, qu'elle soit tragique, douloureuse ou drôle, demeure tout de même notre histoire. À titre d'exemple, on pourrait dire que sans Pinet-Laprade et Faidherbe, il n'y aurait peut-être pas eu de Lat Dior et Baba Diakhouba. Pour éviter que cela n'aille dans tous les sens, parce qu'on sait que la parole du chef de l'État peut faire foi, en tout cas au niveau de certains de ses administrés, ne pensez-vous pas qu'il faille mettre sur pied un comité scientifique pour encadrer la rebaptisation de ces rues? Oui, madame, vous savez, le président le dit pour encourager peut-être une démarche. Mais je prends l'exemple du plateau, que je connais bien. Personnellement, c'est en 2020, juillet d'ailleurs 2020, que le Conseil a voté pour m'autoriser à mettre en place une commission scientifique pour continuer un travail qui n'a pas été débuté avec nous. Aujourd'hui, le plateau, vous verrez que l'ensemble des écoles du plateau qui portaient des noms à consonance européenne et autres ont été rebaptisées. Le lycée Van s'appelle aujourd'hui le lycée Lamine Gueye, l'avenue Lamine Gueye, etc. Beaucoup de rues ont déjà été débaptisées. L'ensemble des écoles, on ne vous parlera plus d'école Fleurus ou d'école Faidherbe ou d'école Tchonk, on vous parlera d'école Ibrahima Diop, école Moustapha Diop, l'école Mami Yassine Diagne, l'école Bibi Ndiaye qui est sur l'avenue Faidherbe et qui s'appelait école Faidherbe,
école dans laquelle nos propres pères ont fait leurs humanités. Donc ça, c'est un travail qui est continu, ce n'est pas une nouveauté. Il ne faudrait pas, comme j'ai vu certains réagir, leur donner une coloration assez récente. Non, les gens, nous travaillons de façon sereine et bien construite. Nous savons ce que c'est que donner un nom à une place ou à une rue, ce que ça peut représenter dans, en tout cas, l'histoire d'une ville. C'est quelque chose qui se fait de façon sérieuse. Voilà pourquoi nous, on ne s'est pas hâté. On le fait de façon sérieuse. Il nous reste encore des noms de rues. Nous estimons qu'il faudrait changer progressivement. Mais rassurer la population pour la ramener quand même à la réalité. Ceci, voilà des décennies que ça se passe au plateau. Voilà des décennies. Moi, avant d'être maire, quasiment toutes ces écoles ont été rebaptisées par des noms à consonance locale et qui renvoient aussi à nos réalités. Ça aussi, c'est important. Parce que quand vous me dites, mettez en tout cas le parallèle un peu entre Faidherbe, Lat Dior, etc., vous renvoyez un peu au sang, parce qu'au moment difficile. Et je dis souvent que le sang est le plus mauvais témoin que l'on puisse avoir. Aujourd'hui, donc, on est dans une phase aussi de remettre plus de valeur dans ce que nous sommes, là où nous voulons aller, etc., dans nos réalités, parce qu'il y a un vécu, au bout de quelques centaines d'années quand même, on peut revisiter notre réalité, davantage l'adapter je dirais, à l'histoire récente. Pas la renier, mais plutôt la revisiter. Non, pas renier, parce qu'aujourd'hui, quand on change, on ne renie pas, parce qu'on sait, par exemple, moi, en voulant changer Faidherbe, je me suis un peu intéressé pour essayer de comprendre pourquoi Faidherbe à cet endroit. Je ne le savais pas, je suis maire du plateau, mais c'est là où je découvre quand même que Faidherbe, il est un peu à l'origine de la construction du port de Dakar. Ouais, donc ça, c'est des choses Faidherbe, c'est le port de Dakar, Faidherbe, ce sont les chemins de fer. Donc c'est quelque chose qui est là. Mais Faidherbe aussi, c'était quand même le gouverneur de l'AF. Faidherbe, il est lié quand même à pas mal de faits douloureux qui font que, de façon diplomatique, j'en parle comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, nous pouvons continuer ce travail, commencer par nos devanciers. Moi, au plateau, ce travail a été commencé par mes devanciers. Et je pense que ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, d'ailleurs, je le disais hier, que nous nous inscrivons un peu dans un sillon tracé par le président de la République, qui, depuis lors, rend hommage à de hauts dignitaires, en tout cas de Sénégalais, qui ont eu à rendre des services au pays, à la population. J'ai cité, par exemple, aujourd'hui, vous avez le boulevard, en tout cas, le pôle Sédar Senghor. Vous avez aujourd'hui le building administratif Mamadou Dia. Voilà là un trait d'histoire que le président a eu à faire, une forme de réconciliation historique qu'il a eu à faire. C'est le stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. C'est le centre international Abdou Diouf à Diamniadio toujours. C'est aujourd'hui l'université Amadou Mokhtar Mbow. Autant d'illustrations où le président a eu justement à honorer des Sénégalais qui, à des stations très élevées, ont eu à rendre d'importants services à la population sénégalaise. Et ça aussi, c'est important. Alors, l'actualité, c'est bien évidemment les élections présidentielles. Nous sommes à 4 mois de l'échéance. Une bonne frange du Parti socialiste a décidé de réaffirmer son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar en battant campagne pour le candidat qui a été désigné, Amadou Ba. Généralement, lorsqu'un contrat, on va dire, arrive à terme, les concernés se retrouvent pour le reconduire ou le renégocier. Est-ce que vous allez procéder à une renégociation des termes de votre compagnonnage dans le cadre de la nouvelle alliance qui va vous lier à Benno Bokk Yakaar? Déjà, je me permettrai de dire, pas une frange du Parti socialiste, mais le Parti socialiste. Parce que nous sommes un parti, des voix qui sont hors du parti n'engagent pas le Parti socialiste. Ce Parti socialiste aujourd'hui est membre fondateur de l'alliance dans laquelle nous sommes. Donc si vous parlez de contrat, c'est un contrat qui date, qui commence à dater et qui justement là également donne une autre leçon en termes de démocratie, parce que c'est la coalition la plus large on n'a jamais eu une coalition avec cette longévité-là, surtout en exerçant le pouvoir avec les tiraillements qui peuvent exister, mais que le chef de l'État a su gérer, a su manager en conciliant justement les différentes entités de Benno Bokk Yakaar. Cette expérience-là, elle est aujourd'hui extrêmement utile pour le Sénégal, pour le devenir du Sénégal, pour le fait de devoir coacher ce pays qui va aborder ce que j'appelle un tournant assez décisif, parce que nous rentrons dans une forme de nouvelle ère
où le Sénégal va avoir d'autres réalités telles qu'aujourd'hui l'exploitation du pétrole et du gaz, plus d'autres ressources qui sont aujourd'hui qu'on commence à exploiter. Donc cela amène de nouvelles réalités. Une situation géopolitique assez particulière avec une sorte de ceinture de feu dans laquelle nous sommes. Donc tout ceci fait qu'il faut de la maturité, il faut de la stabilité, il faut une bonne maîtrise de ce qu'est l'État, une bonne maîtrise de ce que sont les engagements de cet État-là, mais également de ce que nous avons en face pour ne pas rater ce tournant, justement. Parce que si jamais nous ratons ce tournant, nous allons le rater pour X générations derrière nous, et ça, c'est capital. Voilà pourquoi les 5 prochaines années sont sensibles et importantes. Et Benno Bokk Yakaar, chacun aujourd'hui doit mettre en avant l'intérêt de la population, pas les intérêts catégoriels de partis, etc. Mais c'est dans cette dynamique d'ensemble que nous devons nous adresser aux Sénégalais pour d'abord leur proposer de continuer à nous battre, à construire ce pays, parce que c'est ce qui est en train d'être fait, mais également de redonner confiance et de donner cette part de rêve à notre population, parce que une population a besoin de savoir où est-ce qu'elle va et de savoir par rapport aux difficultés qui sont réelles et qui sont nombreuses, quelles sont les solutions que nous leur proposons. Et ça, une équipe qui est soudée, une équipe qui sait travailler, une équipe qui connaît, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, la vendanger sur des principes assez simples. Je comprends bien que les intérêts de la patrie doivent primer sur les intérêts du parti, mais on est en politique tout de même. C'est pour cela que je vous pose cette question autour de l'Alliance, parce que vous êtes aujourd'hui dans le gouvernement en tant que ministre issu du Parti socialiste. Est-ce que vous allez renégocier dans le cadre de cette nouvelle alliance qui va vous lier encore 5 ans avec... Renégocier, parce que ce n'est pas un deal. Ce ne sont pas des sinécures. Ce n'est pas un deal, c'est un engagement pour le pays. Je prendrai mon exemple. Moi, la politique n'était pas ma tasse de thé, ce n'est pas une profession, c'est un engagement pour mon pays. Partant de là, devant une situation, j'essaie autant que possible de promouvoir la meilleure des solutions pour justement atteindre cet objectif-là. La politique, c'est pour servir ce pays, c'est pour construire ce pays, c'est porter un projet de société que nous avons en partage. Donc cela, je pense que parfois prime sur certaines considérations. Maintenant, nous sommes une famille politique, un régime dans lequel forcément nous discutons continuellement. Ce n'est pas là nous asseoir à l'instant T pour parler de partage de gâteaux, etc. Mais il est évident que dans une coalition comme ça, chaque entité a, je dirais, sa part de représentativité, sa part d'apport, d'engagement, etc. Et cela, ça pèse dans la balance, forcément. Nous battons pour conserver, parce que là, ce n'est pas gagné, mais pour conserver, exercer le pouvoir ensemble, et forcément dans le respect des uns et des autres, et en tout cas dans la reconnaissance des efforts, mais surtout de la plus-value que chaque entité peut apporter pour la réussite de ce projet-là. Alors, tout à l'heure, j'ai dit... une bonne frange du Parti socialiste, et vous m'avez repris en disant que ce n'était pas une bonne frange, mais plutôt le Parti socialiste dans son entièreté qui était dans le Benno Bokk Yakaar. Il y a un candidat qui est votre camarade ou ex-camarade, en tout cas j'imagine, en la personne de Jean-Baptiste Diouf, qui a décidé, lui, de représenter le Parti socialiste aux prochaines joutes présidentielles. Il considère que la gauche a des idées à faire valoir et qu'il serait inconcevable que le PS ne se présente pas à ces élections. Que pensez-vous de sa position, ou alors avez-vous en tout cas un commentaire à faire sur sa candidature? Il est candidat dans sa liberté de citoyen sénégalais, mais il n'est pas candidat du Parti socialiste, il n'est pas candidat des socialistes. C'est pourquoi je dis c'est le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est une association, on y adhère ou pas. Dans cette association, si c'est une entité démocratique, ça veut dire que quand même c'est le fait majoritaire qui conduit en tout cas ce que nous faisons. De ce point de vue-là, quand ce parti de façon majoritaire a décidé de son orientation, si on ne suit pas cette orientation, on se met soi-même en rupture de banc. Mais cela engage les personnes. Les gens ont la liberté d'être candidats, mais je ne peux accepter qu'on dise qu'on est candidat du Parti socialiste au moment où on n'est pas investi par le Parti socialiste, au moment où on ne va pas défendre un programme défini et soutenu par les organes du Parti socialiste, au moment où les différentes entités du Parti socialiste ne portent pas ce candidat-là. Je pense que là, en toute liberté, les gens peuvent être candidats, ça, vous le voyez dans tous les partis du monde, mais partout ailleurs également,
demain, le candidat du Parti socialiste décidé de façon souveraine est le candidat du Benno Bokk Yakaar. Et ça, j'appelle justement à toutes nos entités qu'on ne leur vende pas du vent, parce qu'il faut savoir également où est-ce que nous allons. Aujourd'hui, un programme de société, quand on parle des valeurs de gauche, nous les portons. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis ravi d'être dans ce gouvernement-là et de voir tout ce que nous faisons par rapport à nos valeurs de gauche. J'invite les Sénégalais à relire le programme que nous avions soutenu pour Ousmane Tanor Dieng quand on l'avait porté comme candidat à la présidentielle. Qu'ils aillent voir ce que nous voulions faire dans les cités religieuses, qu'ils aillent voir dans ce que nous voulions faire dans les accès universels, ce que j'appelle un peu les droits à minima qu'il faut garantir aux populations et voir ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis heureux de travailler avec le président Macky Sall quand il fait la couverture maladie universelle, quand il fait aujourd'hui dans l'équité sociale, dans l'équité territoriale, en ayant des programmes aujourd'hui destinés uniquement aux communes frontalières, en essayant justement aujourd'hui de donner les accès universels à toute la population. Aujourd'hui, heureux qu'en 2023, c'est quand même tardif, mais que des cités du Sénégal accèdent à l'eau, accèdent à l'électricité, accèdent à des infrastructures de santé, etc. Donc ça, si ce n'est pas des valeurs de gauche, je ne sais pas quelles sont ces valeurs-là. Alors, l'actualité politique, on va même dire politico-judiciaire, est également marquée par cette décision de justice prononcée par un juge du tribunal de Ziguinchor et qui, de fait, a réintégré Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais depuis qu'elle a été prononcée, elle tarde à être exécutée, créditant en tout cas la thèse de certains sceptiques qui pensent que l'exécutif fait tout pour écarter sa candidature. Quelle lecture avez-vous de cette situation? L'exécutif au Sénégal fait tout pour que le Sénégal reste un État démocratique, qu'il reste un État de droit. De ce point de vue-là, je vous rassure, l'exécutif ne va jamais pousser un pouvoir quelconque à aller contre le droit. Maintenant, ce droit-là, il est subtil. Je ne suis pas juriste de formation. Ce droit est subtil. Il y a un jugement qui est rendu par un juge, il y a des appels, etc. Il y a d'autres jugements rendus par d'autres instances, etc. Tout ceci, ce méli-mélo, je le laisserai aux juristes parce que je ne veux pas justement me fourvoyer, mais je veux simplement rassurer mes concitoyens que l'État du Sénégal ne se réunit pas, ne s'organise pas, ne bouge pas à l'encontre d'un citoyen. Cet État-là, il travaille pour les 18 à 19 millions de Sénégalais que nous sommes et veille justement au respect des droits individuels et collectifs, mais au respect de l'État de droit que nous sommes et à la démocratie. Aujourd'hui, on est en train de chanter la décision d'un juge. Hier, on était en train justement de caricaturer d'autres juges et à la rigueur parfois même d'insulter d'autres magistrats. Donc ça montre un peu que tantôt on accuse l'État, tantôt on applaudit, ça veut dire qu'il y a une équidistance qui est là et il y a un pouvoir. La justice, c'est un pouvoir qui s'exerce de façon souveraine avec son calendrier que nos désiderata politiques ne peuvent pas commander. Alors, il ne nous reste pas malheureusement beaucoup de temps, mais vous avez été aussi ministre des Pêches, l'immigration clandestine, vous l'avez certainement confronté en étant à la tête de ce département. C'est devenu un réel problème pour le Sénégal. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on nous dise que des jeunes en partance pour l'Europe ont péri dans l'Atlantique. Les nombreux efforts consentis par l'État au profit de l'employabilité chez les jeunes n'ont pas suffi apparemment à émousser leur ardeur de candidater au voyage irrégulier. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de faire adhérer ces jeunes au concept de continuité que vous prenez à travers la candidature d'Amadou Ba? Oui, mais ce serait déjà une erreur de rattacher ce phénomène-là au régime actuel. Je rappelle que vous aviez des mouvements aussi denses dans les années 2006, etc., bien avant ce régime. Ceci, aujourd'hui, je dirais, toutes les autres zones d'immigration dans le monde, vous voyez ce qui se passe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui se passe dans d'autres contrées, c'est une réalité qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par peut-être une forme d'organisation que nous avons, mais également une morphologie de notre population, qui est ce qu'elle est par rapport aux réalités actuelles. Nous avons une population extrêmement jeune. Donc aujourd'hui, oui, nous devons tout faire, parce que c'est un devoir impératif, pour arriver à maintenir nos jeunes ici, parce que la réalité, elle est là. Tous nos jeunes qui partent, ils partent dans une aventure le plus souvent qui est douloureuse. Même s'ils arrivent à destination, ils vivent des conditions que rien ne peut justifier, justement pour des jeunes africains et sénégalais. Nous avons 70%, sauf erreur, de notre population qui a moins de 35 ans. Donc, vous avez là des réalités.
en termes de création d'emplois. Le plein emploi n'existe nulle part. Dans ces pays vers lesquels ces pays enregistrent des millions de chômeurs par pays, des millions, parfois supérieurs un peu ou qui équivalent nos différentes populations, nos petites populations. Mais vous conviendrez avec moi que ces dernières années aussi, des investissements énormes ont été consentis justement au profit de l'employabilité chez les jeunes. Et nous retenons énormément. Le programme Réunidaouni et j'en passe. Oui. Et nous retenons des milliers et des milliers de jeunes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Madame, vous savez, souvent nous raisonnons dans ce pays comme si nous étions encore déjà un pays développé. Nous sommes un pays en voie de développement. Souvent on parle de PMA, ça c'est des réalités économiques. Et je viens de vous dire que notre population est extrêmement jeune. Maintenant, je renvoie à la création de richesses dans ce pays. Et justement, seule cette création de richesses nous permet de régler progressivement les problèmes. Ça ne peut pas se faire par un couperet. Mais aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, partir du budget que le président Macky Sall a trouvé ici pour être aujourd'hui quasiment à 7 000 milliards, c'est avec cette création progressive de richesses, de possibilités, d'infrastructures, d'industries, etc., de ce qu'il est en train de faire au niveau de construction de ports, d'aéroports, etc. C'est ça qui va donner l'emploi. Vous savez, de façon économique pure, il ne revient pas à l'État de créer des emplois. L'État doit mettre toutes les conditions nécessaires. Mais aujourd'hui, nous avons quasiment un État, père de famille, qui doit presque tout faire. Encourager le secteur privé, aider le secteur privé à se développer. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est à moyen et court terme qu'on va le réussir. Il ne faut pas vendre du vent à notre jeunesse. Et c'est très dangereux. Moi, j'appelle cette jeunesse-là aujourd'hui à voir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont informés. Ce n'est pas comme hier. On sait ce qui se passe dans les pays vers lesquels nous allons. On sait ce que nos parents vont aller faire là-bas. C'est quasiment un quasi-esclavage qui existe là-bas et ce n'est pas normal en 2023. Donc ensemble, nous devons ici davantage nous donner les mains pour construire justement ce rêve possible ici. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, si nous l'encourageons, si nous continuons à préserver la paix et la stabilité dans ce pays, parce que ça c'est important en économie. Quand il n'y a pas de stabilité, point d'économie. On a eu quelques écueils, ça nous a coûté beaucoup en termes de points de croissance, mais également en termes de développement et de confiance donnée. Parce que le marketing d'un pays, ça se travaille sur plusieurs années. Donc donnons-nous la main, disons la vérité à notre jeunesse, côtoyons notre jeunesse, travaillons avec elle, et vraiment permettons-leur de s'épanouir dans ce pays parce que c'est ici l'avenir. Alors, dernière question, elle concerne l'environnement. Les écologistes et les spécialistes de l'environnement m'en voudraient de ne pas vous la poser. Elle concerne le lac Rose. Le lac Rose qui aujourd'hui, monsieur le ministre, n'est plus rose à cause des inondations. Aujourd'hui, c'est toute une attraction touristique qui est en péril à cause de ce phénomène. Quelle solution pour lui redonner sa couleur d'antan? Saluer tous les exploitants de sel qui sont au lac Rose, tous les exploitants touristiques, etc., l'artisanat, tout ça qui est en berne à cause de ce phénomène, comme vous l'avez dit, voilà les impacts du changement climatique. Je le dis quand nous allons à l'extérieur discuter avec nos partenaires, nous, ce ne sont pas des rêves, on ne parle pas de choses à venir, c'est des choses que nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons ces changements climatiques-là. Vous avez parlé d'inondation. Nous avons connu la sécheresse. Nous connaissons aujourd'hui l'érosion côtière, donc la montée de la mer qui est là, la perte de nos terres avec la salinisation. Tout ça, c'est du vécu. Voilà pourquoi on se bat de ce point de vue-là. Maintenant, la Rose pour rassurer, parce que il était question de pomper ce trop-plein d'eau. Parce que, comme vous dites, effectivement, il y a eu de fortes pluies et c'est le bassin versant naturel de cette zone-là, c'est ce qu'il faut connaître. Maintenant, il y a eu beaucoup d'urbanisation également dans cette zone. Les constructions, les voiries, etc. font qu'il y a moins de surface d'infiltration de cette eau, donc il y a une quantité importante qui est venue. Mais les techniciens, ce qu'ils m'ont dit en dernier, me rassurent un peu en me disant, mais rassurez-vous, votre lac, il est toujours rose à l'intérieur. Parce que cette eau de pluie, elle n'a pas la même densité que l'eau salée. Donc, elle est en surface. Et en fait, c'est celle-là qu'il nous faut arriver à pomper. Les solutions qu'il fallait faire, c'est créer des bassins de rétention de ces eaux. Cela, avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est en train d'être fait parce que des privés, tels que l'armée française et d'autres privés, je ne veux pas rentrer au niveau des noms, nous ont permis sur leur terre de construire plusieurs bassins de rétention de ces eaux-là. Donc les eaux vont être orientées de ce point de vue. Ensuite, cette eau de surface va être pompée pour justement retrouver notre lac. D'ici combien de temps? Les gens sont là-dessus. Déjà, les bassins, sauf erreur, quasiment, ils sont achevés. Maintenant, il était question de... Parce qu'à un moment donné, nous étions très hésitants pour le pompage de l'eau vers la mer. Parce que le lac, il est à un niveau un peu inférieur du niveau de la mer.
Vous avez vu ce qui nous est arrivé à l'embouchure de Saint-Louis. Quand pour sauver Saint-Louis des inondations, à l'époque, la brèche a été ouverte sur 4 mètres. Ouais. Aujourd'hui, on parle de 7-8 km. Donc, pomper vers la mer, quand elle a un niveau supérieur, ça peut être dangereux. Il fallait que techniquement, que les gens regardent ça convenablement. Et je pense que là, les techniciens se sont mis d'accord. C'est moins nous, les politiques, mais c'est au niveau technique. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Environnement et maire du Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui était l'invité donc de Soir d'Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie.